Chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les actualités économiques. Une attention particulière est portée au service des endroits loin de la mer lors du Senaben Fizantan à Antanaren. Ces offres font l'objet de tarifs promotionnels. Je suis Mireille sur les images de Asnara Falzonar. Il existe à Madagascar plusieurs endroits loin de la mer, mais qui ont d'autres potentiels touristiques. Ils valent la peine d'être visités, mais le manque d'offres pour ces endroits font qu'ils sont inconnus des touristes. La visite des parcs nationaux font partie de la raison de la hausse du nombre de touristes. Plus de 50 000 Malagasy les ont visités, beaucoup plus par rapport à l'année 2019. À l'occasion du Senaben Fizantan, des remises sont effectuées pour ces lieux. Cette 7e édition du Senaben Fizantan se terminera demain. L'Office national du tourisme ou ONTM organise l'événement en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et toujours dans ce contexte, les Malgaches commencent à recourir aux voyages organisés pour leurs vacances. Le coût de voyage est moins cher et les préparatifs prennent moins de temps. Toujours un reportage de Fanjesena Mireille et de Asnara Falzonar. Et les voyages organisés fleurissent à Madagascar depuis des années. Les proches ou amis choisissent toujours de partir en vacances grâce aux voyages organisés. Pour un voyage organisé, les clients connaissent à l'avance les circuits et les sites à visiter, mais également les dépenses outre celles personnelles. Néanmoins, il faut opter pour des professionnels car nombreux sont les arnaqueurs. À cet effet, quelques-uns de ces professionnels sont visibles au Senaben Fizantan, organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'ONTM à Antanaren. Dans un tout autre sujet, l'expérience des juges de Fianarantsoa et de Tuliar a été renforcée à travers une formation de 3 jours octroyée par la ministre de la Justice. Par ailleurs, l'accès à la prison de Tuliar a été amélioré et un kiosque a été installé pour répondre aux besoins des usagers. Concernant les détenus, la ministre et les partenaires leur ont fourni des matériels pour renforcer leur formation. Détails sur les images de Yves Janel. La prison de Tuliar compte actuellement 837 détenus, dont 50% n'ont pas encore été jugés. Bon nombre d'entre eux sont impliqués dans des affaires criminelles ou des vols de bovidés. Il existe un système de jugement de ces affaires à Tuliar et c'est un juge de la Cour suprême qui prend en charge ces cas. Afin de renforcer l'expérience des juges et d'atteindre le quota judiciaire de 70% jugés pour les prisons de Tuliar et Fianarantsoa, un atelier de 3 jours a été organisé à Tuliar, octroyé par la ministre de la Justice, Randjamanatenasu Landboulatine. D'autre part, un kiosque a été installé à la prison de Tuliar. Ce kiosque sert de guichet de renseignement et de conseil pour les usagers. Cet homme, par exemple, est venu demander comment avoir une liberté provisoire. Il s'est dit satisfait de l'existence de ce kiosque. Selon le directeur régional de l'administration pénitentiaire, il a été conçu pour éviter les racoleurs et surtout la corruption, car tous les services en prison sont gratuits, a-t-il rajouté. Mais le ministère est également chargé de la réinsertion des détenus afin qu'il n'y ait pas de récidive. Comme dans les autres prisons, celle de Tuliar a bénéficié de matériel émanant du ministre et des partenaires pour assurer la formation des détenus. Dans les actualités sociales, les habitants de la commune d'Ivat, district d'Ambujachi, sont désormais soulagés dans leur quotidien grâce à la réhabilitation de nombreuses ruelles et des bornes fontaines de cette zone. Par ailleurs, plusieurs titres fonciers y ont également été distribués hier. Un reportage de Fanjesena Mireille et de Asnara Falzonar. Presque toutes les ruelles des quartiers de la commune d'Ivat ont été réhabilitées. À part cela, pour soulager le problème d'approvisionnement en eau de cette commune, plusieurs bornes fontaines y ont été mises en place. Toutes ces réalisations ont été concrétisées grâce aux impôts des contribuables et à l'aide des partenaires.
mais aussi grâce à l'aide du gouvernement, selon le maire de cette commune et le député élu dans le district d'Amboujachim. Par ailleurs, la délivrance des titres fonciers ont également débuté hier pour cette commune. Et puis l'absence de centre d'imagerie complique la prise en charge des enfants malades traités au CHU Mère-Enfant d'Amboumiandj. Pour pallier la situation, un bâtiment a été rénové et doté de matériel de radiographie. Une action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à améliorer les services de santé et la proximité. Felana Rakoutoir Soul, Kevin Ravuniarsan. Environ 10 à 15 enfants souffrant de problèmes respiratoires entrent chaque jour au CHU Mère-Enfant d'Amboumiandj. Les 3/4 des plus jeunes ont besoin de faire une radiographie et doivent la faire en externe. Grâce à la rénovation de ce centre d'imagerie, les services de santé y sont améliorés. Selon les explications, ce centre est opérationnel de suite. Et en sport, l'équipe féminine Maki A7 est la dernière équipe de la délégation malagasy à être arrivée à Accra pour les Jeux africains. Aujourd'hui s'est tenue la levée de drapeau de Madagascar au village des Jeux. Sur place, Anzara Donarville pour plus de détails. Les rugby women, ou Maki A7, sont les dernières arrivées à Accra, la capitale du Ghana, pour les Jeux africains. L'Ouganda, la Tunisie, le Ghana, le Nigeria et Madagascar participeront au rugby A7 féminin dans ce jeu africain. Pour les Maki Ladies, une bonne préparation et l'unité au sein de l'équipe sont leur avantage. Les matchs de rugby auront lieu du 18 au 22 mars. Par ailleurs, après une semaine de matchs, les drapeaux des 54 pays africains sont hissés, ici, à tour de rôle, au village des Jeux. Aujourd'hui, c'était le tour de Madagascar. Les athlètes et leurs délégations ont chanté à haute voix l'hymne national. Les responsables gouvernementaux, dont le maire d'Accra et le roi d'Accra, y étaient présents, signe que les pays africains sont solidaires. C'est également l'occasion de s'échanger de coutumes et de cultures. Et le bras de fer est une nouvelle discipline pour les Jeux africains. Des Malgaches participent. Le concours pour la main gauche a lancé la compétition de bras de fer pour ce jour. Toujours un reportage de Anzara Zonarvelo. Le bras de fer est une discipline qui est organisée pour la première fois aux Jeux africains, même s'il y a déjà une compétition continentale et internationale. Madagascar a des représentants pour ces Jeux africains. Les épreuves destinées à la main gauche ont débuté cette compétition. 4 concurrents dans plusieurs catégories y ont participé. Irlal, dans la catégorie des plus de 100 kg, a été battu lors des 2 matchs qu'il a affrontés pour la main gauche, mais il déclare être prêt à faire mieux pour les épreuves destinées à la main droite. Lors de cette 13e édition des Jeux africains qui se déroule à Accra, capitale du Ghana, 11 pays s'affrontent pour le bras de fer, avec des résultats dominés par l'Égypte, le Ghana et le Nigeria lors de cette première journée. Enchaînons par les actualités internationales. 13 ans après le soulèvement populaire contre Bachar al-Assad, le dictateur est toujours au pouvoir en Syrie. 6 millions de Syriens ont été poussés à l'exil et autant ont été déplacés. À Idlib, l'un des derniers bastions rebelles au régime de Damas, la population est épuisée par plus d'une décennie de guerre. France 24. Quand les manifestants ont bravé le régime de Bachar al-Assad en 2011, Aziz était loin des rues d'Idlib. Il a suivi le début de la contestation depuis le Liban. Lorsque des millions de Syriens ont fui vers les pays voisins, l'artiste a décidé de faire le chemin inverse. Il est rentré en Syrie. C'est mon devoir de revenir ici pour soutenir ma famille et mon peuple. Je suis plus utile à la révolution en étant à Idlib qu'ailleurs. Participer à la révolution avec pour seules armes des pinceaux. Aziz peint les immeubles détruits dans les bombardements pour dénoncer les crimes du régime syrien et de ses alliés. La peinture est un langage universel que tout le monde comprend. C'est pour cela que j'ai choisi d'utiliser l'art pour transmettre notre message et pour soutenir notre peuple.
À Idlib, chacun poursuit l'effort révolutionnaire à sa façon. Jusqu'en 2013, Abou Amin a combattu avec différentes factions de l'armée syrienne libre. Blessé plusieurs fois, il a déposé les armes. Désormais, il mène un autre combat, celui de la surveillance des opérations militaires ennemies. J'ai quitté le front pour devenir observateur, pour aider les civils. Il y a une faille dans la protection de la population, donc ça me motive encore plus de faire ça, car je contribue à sauver des vies. Je pense que je suis plus utile ici qu'en allant combattre. Désormais, je fais de la surveillance et je collecte des informations que je transmets aux combattants, mais aussi aux civils. Par exemple, je donne l'alerte quand des bombardements ou des frappes aériennes vont avoir lieu. Dans ce dernier bastion rebelle au régime de Damas, ils sont nombreux, comme Aziz et Abou Amin, à croire que le départ de Bachar al-Assad est encore possible. Comme chaque année le 15 mars, ils sont plusieurs centaines à se réunir sur cette place d'Idlib pour demander justice. Notre destinée est de devenir des révolutionnaires libres. Nous avons la Syrie dans le cœur. Au début de la révolution, nous sommes sortis dans les rues pour demander la liberté et la dignité. Cette révolution, elle continue, chaque année, jusqu'à ce que nos demandes soient entendues. 13 ans après le début du conflit, continuez de commémorer les victimes. Elles sont estimées à plus de 500 000. Célébrer l'espoir aussi, pour se souvenir que cet anniversaire n'est pas celui d'une guerre civile, mais d'abord celui d'une révolte pour la liberté. Et en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a décidé de suspendre le moratoire en vigueur depuis plusieurs années et de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Toutes les peines capitales prononcées jusque-là n'étaient pas appliquées. Elles étaient commuées automatiquement en peine à perpétuité. France 24. Le moratoire sur la peine de mort est levé. La note circulaire signée par la ministre de la Justice le 13 mars précise que cette décision a été prise pour, je cite, débarrasser l'armée des traîtres, mais aussi pour lutter contre le banditisme urbain. Depuis plus de 20 ans, la peine de mort a toujours été prononcée, mais elle était commuée en prison à perpétuité. Les autorités expliquent donc vouloir mettre fin à ce moratoire qui est, je cite, un gage d'impunité pour les personnes condamnées. Association de malfaiteurs, espionnage, refus d'obéissance pour les militaires, lâcheté ou encore sabotage. La liste des crimes concernés est longue. Cette levée du moratoire intervient alors que le pays fait face à une offensive des rebelles du M23 soutenue par des éléments de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Les autorités soupçonnent des infiltrations des forces de sécurité. De nombreux militaires mais aussi des députés ont d'ailleurs été arrêtés et accusés de complicité avec l'ennemi. Alors ici, à Kinshasa, le retour de la peine de mort est accueilli diversement. De nombreux Congolais avec qui nous avons parlé ont salué cette mesure qui, selon eux, mettra fin aux complicités de certains militaires congolais avec le Rwanda. De son côté, le mouvement citoyen Lucha parle d'une voie ouverte à des exécutions sommaires et qualifie le fonctionnement de la justice de défectueux. Pour terminer, au moins 13 pays africains de l'Ouest sont concernés à des niveaux variables par des coupures majeures d'Internet. Plusieurs câbles sous-marins auraient été endommagés. Les conséquences pourraient durer plusieurs semaines. La Côte d'Ivoire est le pays le plus durement touché par cette panne qui affecte des millions de personnes. France 24. Les clients d'Orange et de MTN, deux des trois réseaux Internet du pays, ont été coupés du monde pendant plus de 10 heures ce jeudi. Depuis, Internet est de retour grâce notamment à la mutualisation des réseaux non impactés, mais la connexion reste très dégradée sur l'ensemble du territoire. Alors, à l'origine de ce problème, d'abord des raisons locales, des travaux sur la voirie à Abidjan auraient endommagé un câble, mais surtout des raisons internationales. Ce sont les câbles sous-marins qui relient l'Europe à l'Afrique sur des milliers de kilomètres qui ont été endommagés. D'après une source officielle, 4 des 5 câbles qui desservent la Côte d'Ivoire ont été impactés. La cause n'a pas encore été formellement identifiée, mais l'hypothèse d'un mouvement sismique sous-marin est largement privilégiée pour expliquer l'importance de
de l'impact de cette panne. Des tests sont en cours actuellement pour essayer d'identifier où se trouvent précisément les dégradations sur ces câbles. Par la suite, il faudra envoyer un bateau câblier pour les réparer puis faire de nouveau des tests. Ce sont des opérations qui pourraient durer plus de 3 semaines d'après une source chez Orange avec qui j'ai pu m'entretenir. Alors, d'ici là, les opérateurs tentent de mettre en place des solutions de contournement en s'appuyant notamment sur le réseau terrestre et le ministère de la Transition numérique a quant à lui mis en place une cellule de crise. Et ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.